Good Morning Business, Business Plan. Et voilà qu'on se remet à parler de la menace d'une pénurie de médicaments. Rebelote, un peu la même situation qu'à l'hiver dernier, mais cette fois-ci peut-être pas exactement pour les mêmes raisons. Bonjour Nathalie Coutinet. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business, économiste de la santé. Le ministre de la Santé, justement, Aurélien Rousseau, qui va réunir la semaine prochaine les acteurs de l'industrie pour évoquer la question des stocks. Il l'a annoncé hier, parce qu'il semblerait que, en tout cas d'après le constat qui est fait par le ministère, certaines grosses pharmacies anticipent les pénuries, à cause de la peur qu'on a eue l'hiver dernier, en faisant de gros approvisionnements, ce qui empêcherait les petites officines de se fournir. Cette fois-ci, ce sont les pharmacies elles-mêmes qui créent la pénurie, c'est ça ? Alors, ça peut arriver de manière marginale, mais je ne pense pas que ce soit la cause des pénuries, puisqu'on est passé de peut-être 100 ou 200 pénuries à 10 ans à près de 4000 cette année. Si on continue en année pleine, on serait autour de 4000. Donc, ce n'est pas ça qui explique les pénuries, même si effectivement ça peut jouer parfois de manière marginale. Oui. Alors c'est quoi qui fait qu'on est passé de 100 à 4000 ? Alors c'est plusieurs choses, c'est surtout... il y a deux grandes causes. Il y a une cause qui est liée à la demande, puisqu'en fait, il y a beaucoup de pays qui ne consommaient pas de médicaments et qui se sont mis à consommer des médicaments, des pays émergents. Et puis la deuxième cause, c'est du côté de l'offre, en fait, puisque c'est l'organisation de la production. De plus en plus, les grandes firmes pharmaceutiques, celles qu'on appelle les big pharma, sous-traitent, externalisent une partie de la production. Et là, il y a différents problèmes de gestion des stocks, de flux tendus, etc. Il y a aussi le fait que c'est surtout des molécules qui sont peu chères, qui sont touchées, des génériques, et que du coup il y a moins de producteurs de génériques parce que c'est effectivement moins rentable que les médicaments innovants. Et sur certains médicaments, les molécules, on le voit, un seul producteur en France d'amoxicilline, 2 en Europe, un seul producteur européen de corticoïdes. Il faut aussi un choc d'attractivité à un moment donné pour ramener les laboratoires. Alors, je pense qu'effectivement, il faut revoir complètement les modalités de fixation des prix en fonction des types de molécules. Il y a eu une organisation, un espèce d'accord entre les pouvoirs publics et les grandes firmes pharmaceutiques où on rémunère beaucoup l'innovation, mais en contrepartie, on va baisser le prix des médicaments les plus anciens, les médicaments qu'on appelle matures. Et du coup, les grands laboratoires se sont désengagés de ce segment de marché, du segment des molécules matures. Et donc, il faut sans doute réorienter les prix, peut-être baisser un peu le prix des molécules les plus innovantes pour permettre aux molécules matures d'être rentables. Pour forcer en fait ces laboratoires-là à produire globalement. Il y avait cette fameuse liste de médicaments essentiels. Est-ce que ça a changé les choses ou pas ? On a entendu nous sur ce plateau plusieurs spécialistes, plusieurs laboratoires dire ça sert à rien. Non, ça ne sert pas à grand-chose parce que les laboratoires ne sont pas obligés de produire une molécule et qu'elle soit essentielle ou pas. S'ils jugent qu'elle n'est pas rentable, ils ne vont pas la produire. Donc ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est peut-être pour les autorités de dire là, il faut que la production soit organisée parce qu'il n'y a pas de médicaments de substitution et qu'il y a un risque d'une perte de chance significative pour les malades. Nathalie Coutinet, est-ce qu'il faut aussi donner davantage de visibilité à ces laboratoires dont on a envie qu'ils viennent s'installer sur notre marché, au-delà de la France, l'Europe ? On a des règles, c'est vrai, qui changent quand même très souvent, tous les ans dans les projets de financement de la sécurité sociale. Il faut que les industriels ils puissent voir aussi plus loin, une vision à long terme, à 10 ans, pour pouvoir plus facilement se projeter. Alors là, les règles changent parce qu'il y a un problème de pénurie que les gouvernements n'arrivent pas à résoudre, puisque finalement, c'est des petites mesures et qu'on ne s'attaque pas au fond du problème, c'est-à-dire à l'organisation de la production, rendre attractif pour des producteurs, des petits producteurs, ou si ce n'est pas possible, bien c'est au pouvoir public, puisque la santé publique relève quand même d'une fonction régalienne, d'une fonction de l'État, à organiser la production ou de faire produire par des producteurs, par exemple coopératives, ou même certains parlent d'un pôle public du médicament. Oui, c'est ça la question, c'est quel doit être le rôle de l'État au sein du marché du médicament. Vous dites que ce n'est pas un pôle comme un autre, mais quand l'État agit et essaye d'organiser, parfois ça ne se passe pas très bien. Ça dépend. On voit aussi que quand on laisse complètement au privé, ça ne marche pas non plus formidablement bien, puisque là, on a des problèmes de pénurie qui s'accroissent depuis 10 ans. Donc, soit il y a... Mais si on résout la question du prix, ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas tout, parce que, par exemple, on a des pays dans lesquels les médicaments sont beaucoup plus chers, si on prend les États-Unis ou la Suisse, et ils sont aussi confrontés à des problèmes de pénurie. Donc, la question du prix n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse. Il faut organiser la production de manière publique. Sans doute qu'il va falloir que, sur certaines molécules, pas évidemment pas sur toutes, mais sur certaines molécules, il y a une impulsion des pouvoirs publics pour que cette
cette production se fasse. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que fait le président Macron avec des programmes de relocalisation pour des molécules matures. Mais ça, c'est au niveau de l'État. Est-ce qu'il faut réfléchir davantage au niveau de l'Europe? Parce qu'on parle, on parle des États-Unis, on parle de la Chine. Là, on ne peut pas parler de la France. Enfin, c'est européen qui. Bien sûr qu'il faut. Alors, l'autorité de la concurrence, enfin, l'Agence européenne du médicament ne se saisit pas du problème, oui. Mais rien n'empêche les États. Effectivement, c'est bien sûr au niveau européen qu'il va falloir ensuite organiser, puisque la France ne va pas produire toutes les molécules qui sont nécessaires. Il faut qu'il y ait une organisation, une répartition. Mais ça se fait ou pas? Pas réellement. Chacun y va un petit peu en ordre dispersé. Ouais. Bon, là, si on sait déjà ce qui nous manque sur le Doliprane, on sait déjà que ça va être compliqué ou pas? Alors, je pense que sur le Doliprane, les choses vont pas être si compliquées que ça. Peut-être sur les versions pédiatriques, oui. Qui sont les versions qui sont les plus en tension. En revanche, il y a beaucoup de médicaments, des corticoïdes, des anti-inflammatoires, des médicaments contre l'arythmie cardiaque, qui sont des médicaments peut-être moins connus du grand public, mais essentiels pour certains malades. Et sur cela, effectivement, les tensions sont très importantes et les risques sont aussi élevés. Sans compter la démographie, on peut peut-être terminer là-dessus, mais les plus de 75 ans, ils consomment aujourd'hui en moyenne 3 médicaments par jour. C'est déjà beaucoup, mais ils sont 7 millions aujourd'hui. Ils seront 12 millions dans 20 ans. Ça veut dire qu'il faut commencer à travailler maintenant pour être à la hauteur dans 10-20 ans. Bien sûr. Et puis le problème va s'accroître. En tout cas, s'accroît, on le voit. Et de toute façon, même maintenant, il est extrêmement important. Merci beaucoup, Nathalie Coutinet, économiste de la santé, maîtresse de conférence à l'Université Paris 13, d'avoir été avec nous.